Que faut-il retenir de l'actualité européenne et internationale ce vendredi? Voici en 16 minutes ce dont nous avons choisi de vous parler. Bienvenue dans Euronews Soir. À la une ce soir, ce vote au Parlement grec qui met fin à près de 30 ans de dispute avec la Macédoine voisine, dont le nom sera changé. Mais ce compromis obtenu au forceps, plus de 60% des Grecs y restent opposés. Confusion et vive tension au Venezuela. 2 jours après s'être proclamé président, Juan Guaidó appelle de nouveau au retrait de Nicolás Maduro. Mais celui qui occupe le fauteuil présidentiel a pour l'heure le soutien de l'armée. Nouvelle action coup de poing de Greenpeace pour alerter sur la vulnérabilité des sites nucléaires en France. L'ONG a déposé un fumigène sur un toit du site de La Hague. Et en fin de journal, nous irons du côté d'Angoulême pour le plus grand festival de BD en Europe. À l'honneur, les comics, les mangas et les trublions indémodables. Macédoine, ce nom qui pour la Grèce doit uniquement désigner sa province septentrionale, alimente depuis des décennies une dispute avec son pays voisin. En juin dernier, un accord a été trouvé entre les 2 gouvernements, mais encore fallait-il que les 2 parlements l'approuvent. Après celui de Skopje, celui d'Athènes s'y est résolu. Un vote sur le fil, 153 voix contre 143. Le récit de Maxime Bios-Duplan. C'est fait, le Parlement grec vient d'approuver le changement de nom de la Macédoine, connue jusqu'ici sous le nom d'ancienne République yougoslave de Macédoine. Désormais, le pays s'appelle République de Macédoine du Nord. Une victoire historique, selon les mots du gouvernement macédonien. Lors d'une session parlementaire très tendue, les députés ont adopté de justesse le texte de l'accord trouvé en juin dernier entre les gouvernements grecs et macédoniens. Un accord qui vient mettre un terme à 28 années de contentieux entre Athènes et Skopje sur le nom de la Macédoine, indépendante depuis 1991. L'adoption de cette nouvelle appellation ouvre aussi la voie à l'adhésion de la République de Macédoine du Nord à l'Union européenne et à l'OTAN. Des adhésions bloquées jusqu'ici par le veto de la Grèce. La population grecque, elle, est restée jusqu'au bout opposée à ce changement, y voyant une atteinte à sa propre souveraineté. Des manifestations souvent violentes ont eu lieu, et encore aujourd'hui même, devant le Parlement grec. Signe des crispations que suscite ce dossier, près de 40 heures de débat ont précédé le vote et plus de 60% de la population grecque reste opposée à l'accord. Retour sur les origines de cette brouille prolongée. Le 17 juin dernier, Alexis Tsipras et Zoran Zaev ont fêté la signature de l'accord de Prespa, avec des sourires qui montraient bien leur soulagement après des années de négociations. Chronologie. En 1991 a été fondée la République de Macédoine avec Kiro Gligorov comme premier président. Problème, l'État naissant adopte une constitution qui suggère que tous les peuples d'ethnie macédonienne devaient vivre dans un État commun englobant tout le territoire macédonien. La réaction en Grèce est massive. Des manifestations rassemblant des millions de personnes ont eu lieu à Athènes, à Thessalonique, mais également dans d'autres pays, en Australie, à Melbourne et à Bruxelles, contre l'utilisation du terme Macédoine. La gestion du dossier se révélera trop délicate pour le Premier ministre grec Konstantinos Mitsotakis et entraînera la chute de son gouvernement. Andreas Papandreou, son successeur, impose lui carrément un embargo commercial à la Macédoine, mais doit le lever au bout d'1 an et demi après un tollé international. Sous parrainage de l'ONU et de Bill Clinton, Athènes et Skopje ont signé un accord en 1995 à New York, accord qui stipulait que le nom provisoire du pays devait être Ancienne République yougoslave de Macédoine, FYROM, un nom qui lui a valu d'être le premier État des Balkans à signer un accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne. C'était en avril 2001. En 2008, victoire pour la ministre grecque des Affaires étrangères, l'adhésion de la Macédoine à l'OTAN est bloquée pour des raisons de conflit, déjà de nom. Le gouvernement macédonien, dirigé par le radical Nikola Gruevski, réagit en construisant des statues funéraires de figures grecques de l'histoire macédonienne, telles qu'Alexandre le Grand et le roi Philippe. Mais le successeur de Gruevski, Zoran Zaev, se montre plus pragmatique et relance les dossiers d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Après la ratification de l'accord de Prespa par le Parlement de son pays, il est maintenant prêt à voir la Macédoine universellement et définitivement reconnue
comme République de Macédoine du Nord. Un pays, deux présidents et une communauté internationale divisée au Venezuela. L'opposant Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé président, poursuit son coup de force en enjoignant le chaviste Nicolás Maduro à se retirer. Il a de nouveau appelé à une grande mobilisation malgré les arrestations massives et les morts des derniers jours. Le point sur les derniers développements. Nicolás Maduro n'est pas isolé, il n'est pas seul. Pour montrer qu'il est bien au pouvoir au Venezuela, il s'est rendu à la Cour suprême où il a le plein soutien des juges. Il peut aussi compter sur le Conseil national électoral qui a déclaré son élection légitime et sur le soutien de l'armée. Son credo lors de son discours devant la Cour suprême, dénoncer l'ingérence américaine. Je pense que le monde entier n'a plus aucun doute. Donald Trump souhaite instaurer son propre gouvernement anticonstitutionnel. De fait, un coup d'État au Venezuela contre le peuple et la démocratie. Ne doutons pas que Donald Trump, dans toute sa folie, se croit le gendarme du monde, se croit le patron de l'Amérique latine et des Caraïbes. Un facteur clé de la crise actuelle au Venezuela, c'est la position de l'armée. Quelle sera-t-elle dans un avenir proche? La télévision d'État a diffusé des déclarations très similaires émanant de différents commandants des forces armées qui affichent leur soutien au président actuel. Fort de ce soutien, Maduro a rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis et donné 72 heures aux diplomates américains pour partir, mais Washington n'entend pas bouger. C'est juste après l'investiture du président Maduro pour son second mandat cette semaine que les manifestants de l'opposition ont envahi les rues et des dizaines de personnes ont été tuées dans les affrontements qui ont émaillé les rassemblements. Mais, et malgré le contrôle de Maduro sur les principales institutions du pays, à l'exception de l'Assemblée nationale, l'opposition soutient qu'elle n'abandonnera pas les manifestations jusqu'au départ de Maduro. La lutte va être longue, nous resterons ici jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Nous comprenons que le gouvernement est désespéré, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de pression internationale. De plus en plus de pays reconnaissent le député de l'opposition Juan Guaidó, président autoproclamé en tant que président légitime du Venezuela. Les États-Unis ont été les premiers à le faire. Le temps du débat est terminé. Le régime de l'ancien président Nicolás Maduro est illégitime. Son régime est moralement en faillite, économiquement incompétent et profondément corrompu. Il est fondamentalement antidémocratique. Seuls quelques pays d'Amérique latine, comme le Mexique et l'Uruguay, n'ont pas reconnu Juan Guaidó comme président par intérim. La Russie, la Turquie et la Chine ont manifesté leur soutien à Nicolás Maduro. C'est désormais une question d'heure. En Espagne, la phase finale de l'opération pour atteindre le fond du puits où serait tombé le petit Yulen est presque terminée. Le récit de Sandrine Delorme. Des chants, des prières pour Yulen, le petit garçon espagnol prisonnier de la Roche depuis le 13 janvier. On ne doit jamais perdre espoir, on doit se battre et continuer parce qu'il y a beaucoup de personnes impliquées et sa famille attend de le revoir. Ses proches et habitants de Totalan soutiennent les parents de Yulen, déjà éprouvés par la perte d'un premier enfant. Ils soutiennent aussi les 300 personnes de l'équipe de recherche mobilisée. Depuis hier, à environ 70 mètres de profondeur, 8 mineurs de la brigade des Asturies se relaient à tour de rôle avec des masques à oxygène et un arsenal très technique pour creuser une troisième galerie horizontale cette fois-ci. Jusqu'ici, ils sont parvenus à creuser 2 mètres, mais il en reste encore 2 pour atteindre le puits où l'enfant de 2 ans est tombé il y a 12 jours. Greenpeace sonne à nouveau l'alerte. L'ONG a lancé des drones contre l'usine de La Hague. Une nouvelle action spectaculaire pour dénoncer la dangerosité des sites nucléaires français. Voyez ce sujet signé Christelle Pétron-Garry.
2 drones qui survolent le site nucléaire de La Hague en France et un fumigène déposé sur le toit d'une des piscines de stockage des combustibles irradiés. C'est la nouvelle action coup de poing de Greenpeace. Comme à son habitude, l'ONG entend dénoncer la vulnérabilité des installations nucléaires. Cette fois, l'organisation pointe du doigt le risque de saturation des piscines de La Hague qui concentrent le plus de radioactivité en Europe. L'équivalent d'une centaine de cœurs de réacteurs refroidis dans les piscines de cette usine. Greenpeace affirme que leurs toits en simple tôle métallique sont bien trop fragiles pour protéger les bassins. Le groupe Orano qui gère le site répond qu'ils sont conçus pour résister à la chute d'un aéronef. Greenpeace n'en est pas à son premier coup d'éclat. En juillet dernier, dans la centrale nucléaire du Bugey, près de Lyon, ce drone, aux allures de Superman, était allé percuter le mur du bâtiment qui abrite la piscine de combustible usé. Quelques minutes plus tard, un avion, télécommandé lui aussi par des militants de l'ONG, pénétrait dans la zone d'interdiction et s'écrasait contre le même mur. Des actions spectaculaires qui ont déclenché en France une enquête parlementaire sur la sécurité nucléaire. Son rapport souligne la fragilité et les failles du parc français et appelle à renforcer la sécurité des centrales. Des pénuries de toutes sortes, c'est le chiffon rouge agité par les Britanniques qui s'opposent à un Brexit sans accord. Mais il en est une qui aurait de très lourdes conséquences, la pénurie de médicaments. Les explications de Romain Gauguelin. Novartis appelle Londres à rapidement garantir les règles d'importation de médicaments pour éviter toute pénurie après le Brexit. Le communiqué du groupe suisse de pharmacie intervient alors qu'au Royaume-Uni, certains pharmaciens rencontrent déjà des difficultés d'approvisionnement. Aujourd'hui, je compte 84 génériques vraiment importants qu'on n'arrive pas à obtenir. Et bientôt, ce sera 200. Je sens que ça va être difficile pour certains types de médicaments. Dans certains cas, on devra remplacer le générique par une marque qui risque d'être 10 fois plus chère, si encore on arrive à être livré. Face à l'inquiétude, le ministre britannique chargé du Brexit, Stephen Barclay, assure que le dossier est entre les mains du gouvernement. Concernant les médicaments, mon très honorable collègue, le ministre de la Santé, a été très clair. Les médicaments et les produits médicaux sont notre priorité numéro 1. Pour l'approvisionnement, les capacités de transport par ferry ont été augmentées et c'est bien dans cet esprit. Dans son communiqué, Novartis explique faire des réserves pour parer à l'éventualité d'un Brexit sans accord. L'import-export de produits pharmaceutiques est un secteur particulièrement régulé et donc vulnérable aux changements législatifs. Le 9e art se porte comme un charme, en témoigne le succès du Festival d'Angoulême, dont c'est la 46e édition. Si la bande dessinée se renouvelle sans complexe, les classiques font toujours recette. Angoulême, à l'heure américaine, le Festival international de la bande dessinée rend hommage cette année à Batman qui fête ses 80 ans. Le justicier crépusculaire, né sous la plume de Bob Kane et le crayon de Bill Finger, est aussi passé entre les mains de Frank Miller. Cette légende américaine qui a travaillé pour DC Comics et Marvel est l'invité d'honneur de cette 46e édition. Son œuvre a été récompensée par un fauve d'honneur. Dans les allées du festival, vous croiserez aussi 2 enfants pas très sages. Tom Tom et Nana sont les héros d'une grande exposition. Les bêtises, c'est leur credo. Elles sont racontées dans 34 albums vendus à 16 millions d'exemplaires ces 20 dernières années. Bernadette Després, qui leur a donné vie il y a plus de 40 ans, n'en revient toujours pas de ce succès. Je suis vraiment flattée, voilà. S'il faut dire quelque chose, je suis flattée, mais je ne suis pas orgueilleuse du tout, parce que tout ça, ça a été ma vie au fur et à mesure, avec plaisir. Et en plus, quand Tom Tom et Nana sont arrivés, en plus, j'ai gagné ma vie, vraiment. Le Festival d'Angoulême fait aussi la part belle au manga. Au sein de la famille BD, c'est le genre qui contribue le plus à la croissance du marché, avec une hausse des ventes de 11% en 2018. Cette année, la japonaise Rumiko Takahashi a remporté le Grand Prix de la ville d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre. La dessinatrice est l'un des auteurs les plus lus au monde, avec plus de 200 millions d'exemplaires vendus. Point fort du festival, la remise du Fauve d'Or ce samedi. 45 auteurs sont en lice. Parmi eux, Riyad Sattouf pour le 4e volet de l'Arabe du futur, un best-seller déjà vendu à plus de 200 000 exemplaires.
Un mot de sport avec la suite de la Coupe du monde de ski alpin, la descente la plus attendue de la saison qui a eu lieu ce vendredi à Kitzbühel, au cœur du Tyrol, a vu la victoire de l'Italien Dominique Paris. Les précisions de Pierre Michaud. Dominique Paris, c'est bien le roi de la Strife. Le skieur italien remporte la descente de Kitzbühel pour la 3e fois de sa carrière, après 2013 et 2017. Un exploit sur l'une des pistes les plus sélectives du Grand Cirque Blanc. Seul l'immense Didier Kusch a fait mieux avec 5 succès dans la station autrichienne. Vendredi, Dominique Paris a longtemps fait jeu égal avec un autre Suisse, Beat Feuz. Pour la 2e année consécutive, le Bernois s'est vu inscrire son nom au palmarès de Kitz. Mais une nouvelle fois, il termine 2e, surclassé dans le bas du tracé. Feuz reste quand même leader du général de la discipline, 100 points devant Dominique Paris. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Pour retrouver toute l'actualité, rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.